l'invité de la matinale. KTO Radio. 30 ans après la suspension de la conscription militaire, c'était en 1996, l'État français a lancé mi-janvier un nouveau service militaire, un service national militaire et volontaire, avec l'ambition d'ici 2035 d'avoir appelé un peu plus de 42 000 jeunes hommes et jeunes femmes. Alors pour comprendre les contours et les besoins auxquels répond ce nouveau service militaire, on reçoit ce matin Bénédicte Chéron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, professeure à l'Institut catholique de Paris, spécialiste notamment des relations armée-société. Et vous venez de publier, je crois que c'est publié la semaine dernière, un livre sur le sujet « Mobiliser et rétablir le service militaire, le grand malentendu » aux éditions du Rocher. Alors, l'État espère attirer 3000 jeunes dès 2026. Qui est la cible, sans mauvais jeu de mots, de ce nouveau service national ? Alors la cible que les armées aimeraient toucher, ce sont des jeunes qui ont un goût pour cet engagement militaire sur un temps plutôt court et qui sont à la sortie du lycée, dans le début de leur parcours après le bac ou après l'âge du lycée, avec l'idée en fait de répondre plutôt vraiment à des besoins militaires. C'est d'ailleurs pour ça que le chiffre pour 2026 est un chiffre très raisonnable, très modeste à 3000, parce que l'idée, ça n'est pas d'accueillir le maximum de jeunes pour leur permettre de vivre à eux une expérience un peu hors norme. Mais l'idée, c'est bien de considérer que les armées ont des besoins, qu'on est dans un contexte stratégique particulier, avec des tensions, et que dans ce contexte, il faut pouvoir profiter aussi de la manière dont des jeunes peuvent apporter quelque chose aux armées. Et qu'est-ce qui les attend lors de ce service national ? Alors ce service, il va être organisé autour de 10 mois avec une formation militaire et puis après des missions sur le territoire national. Alors c'est ce qui a été annoncé par le président de la République en décembre. C'est bien que ces missions seront uniquement accomplies sur le territoire national, sans doute pour rassurer les jeunes eux-mêmes et puis leurs familles, éventuellement, sur le fait qu'ils ne seraient pas envoyés pour des missions hors du territoire national, même si évidemment cette question, elle interroge toujours parce qu'elle vient nous rappeler à quel point le service militaire et la conscription est vraiment intrinsèquement lié dans l'histoire de France à la défense du territoire. Or, on sait qu'aujourd'hui, les besoins sont moins liés à la défense immédiate du territoire qu'à des contextes de tensions et de conflits qui sont hors du territoire, par exemple à l'est de l'Europe. Donc il y a évidemment là-dessus une interrogation sur la manière dont les armées vont arriver à combiner ces appelés qui ne pourront servir que sur le territoire national avec leurs missions qui sont éventuellement hors du territoire national. Et on va revenir sur cette perception justement de cet appel à mobilisation. Bénédicte Chéron, il existe déjà un service militaire volontaire, il a été créé en 2015. J'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup séduit, on n'en a pas beaucoup entendu parler. En tout cas, ce nouveau service national vient le compléter. Ça se passe comment ? Alors en fait, il y a un malentendu sur ce service militaire volontaire créé en 2015-2016 dans la foulée des attentats. Parce que ce qu'on a appelé service militaire volontaire à ce moment-là est en fait un dispositif d'intégration professionnelle dans lequel on ne peut pas considérer que les jeunes rendent service à la nation en revêtant l'uniforme et font un service militaire, mais plutôt que la nation leur rend service en leur permettant de bénéficier d'un encadrement militaire et d'une formation professionnelle. Donc on voit que c'est là que se noue tout le malentendu autour de l'histoire du service militaire, parce que c'est vrai qu'on a un peu oublié depuis les années 1960, notamment parce qu'en fait on a acquis la dissuasion nucléaire et que, à tort ou à raison, on a considéré à partir de ce moment-là que le territoire français était sanctuarisé, était protégé d'une invasion étrangère. On a un peu oublié que le service militaire, il vise d'abord à former des militaires, des combattants même éventuellement, et pas à rendre service à la jeunesse. Et c'est vrai que dans les années 70 et 80, le service militaire était surtout devenu un service pour les politiques de la jeunesse. Et le service militaire volontaire dont vous parlez, qui a été créé en 2015, après les attentats, en fait, s'inscrit dans cette lignée d'un malentendu sur l'idée que le service militaire peut être un lieu d'abord de service à la jeunesse par la formation professionnelle. Donc il y a bien deux dispositifs distincts. Le service militaire volontaire, qui est un dispositif d'intégration professionnelle dans lequel on rend service aux jeunes Français qui viennent et qui sont volontaires. Ils sont, je crois, environ quelques milliers aujourd'hui. Et le service national volontaire tel qu'annoncé par Emmanuel Macron et qui vise bien à répondre d'abord aux besoins des armées. Et qu'est-ce que
l'État attend de ces appelés qui deviennent militaires, qui viennent garnir les rangs des réservistes? Alors oui, en fait, il y a une attente parce que, on observe que les armées ont des besoins en recrutement. On a une loi de programmation militaire qui, théoriquement, si elle est effectivement accomplie et si les budgets suivent, doit permettre aux armées, françaises qui sont quand même, assez faibles, hein, numériquement aujourd'hui, Mmh. de redevenir un peu plus puissantes. On parle de Et combien de soldats? alors, aujourd'hui, on est à des armées qui sont à peu près à 200 000 militaires, mais l'idée, c'est surtout de pouvoir proposer à des jeunes de venir rejoindre les armées par une nouvelle voie. Aujourd'hui, pour servir dans les armées, il y a la voie de l'engagement professionnel dans un contrat, hein, signé avec les armées. Il y a la voie de la réserve qui existe également et qui est mieux connue aujourd'hui, notamment depuis les attentats de 2015, parce qu'il y a eu un gros effort de communication. Et l'idée, c'est d'offrir une troisième voie qui serait ce service militaire relativement court, hein, 10 mois, pour de jeunes appelés qui seraient donc volontaires et non pas appelés, en fait, en Mmh. réalité. La grande difficulté pour les armées, c'est de faire avec le fait qu'on a aussi une baisse de la démographie en France et que cette baisse de la démographie, elle inquiète pour le recrutement des armées parce que la proportion de jeunes de chaque classe d'âge qui se montrent intéressés par un engagement militaire, elle n'est pas extensible à l'infini. Et plus les classes d'âge sont numériquement faibles, moins forcément mécaniquement il y a de jeunes volontaires au recrutement. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de compenser cette diminution démographique d'ici une dizaine d'années, avec malgré tout une grande interrogation sur le fait que ce type de volontariat puisse durablement séduire autant de jeunes que ceux qui sont visés, c'est-à-dire que 3 000 ou moins de 10 000, c'est un chiffre qui est très atteignable. En revanche, il est vrai que dès qu'on dépasse les 10 000, 15 000 ou 20 000, on atteint des seuils qui sont difficiles à atteindre parce qu'il n'y a pas, en fait, de manière très continue, hein, depuis les années 60, le nombre de jeunes intéressés par un engagement de type militaire, même court, n'est pas extensible à Mmh. l'infini. Et l'État qui espère d'ailleurs d'ici 10 ans plus de 40 000 jeunes chaque année. On verra en tout cas si la jeunesse répond à l'appel. Bénédicte Chéron, en dehors des besoins militaires, ce nouveau service militaire, est-ce qu'il répond à un autre besoin? Autrement dit, l'État, est-ce qu'il veut faire passer également un message aux citoyens français? Alors, peut-être, il faudrait demander aux initiateurs de ce dispositif et surtout aux autorités politiques, hein, qui le souhaitent et qui le mettent en place. La question, c'est celle de la manière dont une population comprend les messages en matière de défense nationale et de format des armées. Parce qu'on sait que, en fait, il ne faut pas se leurrer sur le fait qu'une population, en fait, s'intéresse aux questions de défense et a une implication sur les questions de défense, non pas à la mesure tellement de la communication politique qui est faite sur le sujet, mais surtout à la mesure des menaces qui sont clairement perçues et partagées, en fait, par la population. Et là, il y a un grand point d'interrogation parce que les Français sont dans un contexte dans lequel on voit bien que toutes les enquêtes nous montrent qu'ils ont la perception claire que le monde est dangereux et qu'il existe des menaces, y compris à l'est de l'Europe, et que la Russie constitue une menace. Pour autant, ils n'ont pas forcément une claire perception que cette menace est suffisamment existentielle pour eux Français pour qu'elle nécessite de modifier des habitudes de vie, des équilibres budgétaires par exemple, et de sacrifier certains budgets au bénéfice de la défense et des armées. Parce que cette Donc on menace est est loin. parce Et... qu'il y a une relative distance Mmh. géographique, d'une part, et que c'est vrai que la France se situe à l'ouest de l'Europe et non pas à l'est de l'Europe, parce que la France aussi fait partie des 2 pays européens, alors pas forcément de l'Union européenne, mais européens qui possèdent la dissuasion nucléaire avec la Grande-Bretagne. Et que les Français ont appris, hein, à partir des années 60, à comprendre cette dissuasion comme étant une garantie très forte de la protection de leur territoire contre une menace militaire brutale et massive. Et puis parce qu'il y a aussi tous les héritages de la guerre froide, pendant lesquels ils ont appris d'abord à composer avec l'idée que l'Est de l'Europe ne partageait pas le même destin heureux que celui qui était celui des Français. Et puis, ils ont appris aussi que les équilibres nucléaires, pas seuls évidemment, mais les équilibres nucléaires notamment, avaient relativement fonctionné. Donc en fait, les Français peuvent percevoir que un pays, et par exemple la Russie, est une menace, sans pour autant considérer qu'ils doivent, eux, entrer dans des logiques de mobilisation civile ou militaire. Donc il y a une différence de perception entre ce qu'attend l'État et ce qu'attend les Français de ce service national?
Alors oui, et ça, c'est quelque chose qu'on observe souvent aussi depuis, alors sans doute avant aussi, mais depuis les années 60 en tout cas de manière nette, notamment depuis qu'on a un modèle de défense qui est polarisé par la dissuasion nucléaire et qui rend en fait la compréhension du modèle un peu plus compliquée que ce qu'elle était auparavant. Parce que c'est vrai que jusque dans les années 60, l'armée sert à défendre le territoire. C'est à peu près comme ça qu'on la perçoit et qu'on la comprend. À partir des années 60, la dissuasion nucléaire est censée remplacer les centaines de milliers de combattants qu'on était prêts à exposer à la frontière pour défendre le territoire. Et en fait, cette complexité fait que très souvent, on observe depuis les années 60 des écarts de compréhension entre ce qui est perçu à la tête de l'État dans les milieux politiques et militaires comme une évidence, c'est-à-dire il faut être dans des logiques de mobilisation, le monde est dangereux et ça implique des sacrifices, y compris dans la vie quotidienne, et puis ce que la population perçoit dans sa vie quotidienne qui finalement demeure relativement protégée dans sa tranquillité ordinaire de ces menaces et de ces tensions du monde. Il y a aujourd'hui une quête également de la jeune génération à se sentir utile pour la société. Ce service militaire, est-ce qu'il peut être une de ces réponses? Est-ce qu'ils sont prêts, ces jeunes, à servir pour servir l'armée? Oui, alors en fait, ce qu'on observe souvent, on a un discours un peu pessimiste sur la jeunesse. En fait, les jeunes des années 2020 ne sont pas moins enclins à l'engagement dans la société, dans des formes très variées, que lors des décennies précédentes. Et par ailleurs, on observe aussi dans beaucoup d'enquêtes très sérieuses, et pas seulement des sondages au doigt mouillé, que les jeunes Français des années 2020 sont globalement, alors évidemment c'est des chiffres globaux, qui ne prennent pas en compte toutes les exceptions, mais sont globalement plus patriotes que les générations précédentes, attachés à l'idée de la défense du pays, manifestant un certain sentiment de fierté nationale. Donc c'est sûr qu'il y a une relative adéquation dans les années que nous traversons entre une proposition d'engagement dans les armées et cet état d'esprit d'une partie importante de la jeunesse. En revanche, il faut aussi vraiment se rendre compte qu'il y a toujours une différence entre une appétence de principe, entre un goût de principe, et puis les réalités d'un engagement qui suppose d'accepter des contraintes, de tenir dans un temps relativement long. Et ça, c'est évidemment toute l'histoire des armées d'arriver à composer avec ce qu'est la jeunesse de son temps. Et un mot également sur ce qui se passe en quelques secondes en dehors de nos frontières, dans les autres pays européens. L'Allemagne vient aussi de lancer un service militaire volontaire. Qu'en est-il des autres pays européens de cette réalité? Alors effectivement, on voit que c'est un débat qui traverse beaucoup de pays européens et qui les traverse de manière d'autant plus aiguë que ces pays sont proches Hmm. de la frontière est ou nord de l'Europe et donc de la Russie, pour le dire très simplement. Et ça vient rappeler vraiment à quel point jouent des logiques à la fois historiques et territoriales dans la manière dont les populations se perçoivent et perçoivent leurs armées et se perçoivent à côté de leurs armées. Parce que plus la menace apparaît proche géographiquement et sur le plan très territorial, très incarné, plus il y a des dispositifs de conscription qui se mettent en place et dont les contraintes peuvent être supportées. On voit en Allemagne qu'on est dans une situation qui est un peu différente de celle de la France. L'Allemagne est, vous le savez, plus à l'est que la France sur le territoire européen. Et puis l'Allemagne ne dispose pas de la dissuasion nucléaire. Et puis l'Allemagne a une expérience très concrète de la division, de l'impérialisme soviétique, de la guerre froide, que nous n'avons pas eue. Et malgré tout, en fait, on voit en Allemagne que cette question du consensus, le consensus ne s'établit pas complètement sur la nécessité de modifier le modèle de défense. Donc, on voit que le débat existe, mais on voit aussi qu'il n'y a pas une évidence, même dans des sociétés qui apparaissent plus exposées que la nôtre, à ce que des conscriptions larges et contraignantes puissent être mises en place. Merci Bénédicte Chéron pour cet état des lieux autour de ce retour, qu'on pourrait dire, du service militaire en France. Je rappelle votre livre qui a été publié la semaine dernière, Mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu, publié aux éditions du Rocher. Bon mardi à vous. Merci.